Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de All That Jazz. Aujourd'hui, une carte blanche où donc nous accueillons Anna. Et oui, c'est toujours moi. Qui va nous parler d'un film culte dont on vient tout juste de fêter les 30 ans en 2017. Il s'agit de Dirty Dancing, qui est donc sorti en 1987. Oui, en fait, je voudrais expliquer en quoi je trouve que c'est vraiment un très très bon film. Et pas seulement un plaisir coupable ou un truc qu'on regarde entre films et qu'on trouve un peu nunuche mais qu'on n'assume pas trop d'aimer. Je trouve que c'est un excellent film. J'imagine que parmi nos auditeurs et auditrices, un certain nombre l'ont déjà vu. Mais est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle, Dirty Dancing ? Donc c'est un film réalisé par Emile Ardolino et écrit par Eleanor Bergstein. Et non pas Bernstein, ça c'est quelqu'un d'autre, dont on a déjà beaucoup parlé dans le podcast. Donc le film Dirty Dancing, pardon, je reviens au sujet de la carte blanche, il se déroule en 1963. C'est l'histoire de Bébé, donc l'héroïne, c'est son surnom Bébé, c'est pas son vrai prénom, qui est interprétée par Jennifer Grey. Juste au passage, Jennifer Grey est la fille de Joel Grey, qui est un grand artiste de comédie musicale qu'on a vu dans Cabaret et dans Wicked notamment. Donc elle joue une fille qui vient de finir le lycée et qui passe l'été dans un club de vacances un peu chic avec sa famille plutôt aisée. Et là, elle va rencontrer Johnny, interprété par Patrick Swayze, un prof de danse sexy, un peu plus âgé qu'elle. Et voilà, ils commencent une relation un peu compliquée parce que voilà, ils peuvent pas trop en parler. Et puis il y a d'autres enjeux autour de ça dont je vais parler au fur et à mesure du podcast. Donc là, on n'est pas tout à fait dans une comédie musicale. Tu sais combien le critère générique importe puisque c'est le sujet du podcast. Pas vraiment, en fait c'est un film de danse. Moi j'aime à penser que les films de danse peuvent rentrer quand même dans le genre de la comédie musicale. Mais effectivement, les morceaux ne sont pas chantés par les personnages, mais ils sont quand même relativement bien intégrés à l'intrigue. Soit parce que les personnages dansent dessus, il y a énormément de scènes de danse évidemment, c'est le thème du film. Soit en illustration de certaines séquences. Donc les musiques du film c'est d'une part des classiques des années 60. Il y a Otis Redding, il y a les Ronettes, donc ça c'est plutôt côté Motown et sax et musique noire américaine. Et puis on a Stay de Maurice Williams and the Zodiacs, des groupes qu'on a un peu oubliés mais qui étaient quand même des tubes des années 60. Il y avait une petite nostalgie années 60 dans les années 80, comme aujourd'hui on a une nostalgie années 80 oui. Dans les années 2010. Écoute. Love is Strange de Mickey and Sylvia, Hey Baby, super connu, donc qui illustre la scène où bébé marche sur un tronc pour apprendre à rester en équilibre pour danser. Et de l'autre on a quelques morceaux originaux dont Hungry Eyes, chanté par Eric Carmen, She's Like the Wind, interprétée par Patrick Swayze lui-même et écrite par Patrick Swayze d'ailleurs, mais qu'on entend en bande-son, mais je veux dire, il la chante pas dans le film, quoi. C'est vraiment une illustration sonore. Et évidemment, la chanson finale, Time of My Life, que tout le monde connaît. Donc même si les chansons sont pas chantées par les personnages, donc la musique est très, très présente, et surtout la danse est au centre de l'histoire, c'est bien ça. Bien sûr, le principe du film, c'est que le rapprochement amoureux entre les deux personnages va passer par la danse. En fait, ça s'incarne dans l'intrigue même, c'est-à-dire que Bébé doit dépanner la partenaire de Johnny, qui ne peut pas danser pour des raisons que je évoquerai après. Donc ils doivent préparer ensemble un spectacle, et donc par la danse, Bébé va découvrir le désir sexuel et l'amour, etc. Et il va y avoir le rapprochement amoureux, donc c'est quand même un principe de comédie musicale. C'est vraiment pas, c'est même pas une métaphore en fait, parce que pas très subtil. Non, en fait la danse et le sexe sont liés, c'est même le titre du film, Dirty Dancing. En québécois ils ont traduit danse lascive. Donc voilà, en fait la danse c'est plus qu'un motif, c'est vraiment le sujet même du film. Et on peut aussi relier le film à un des grands genres du musical, c'est-à-dire le backstage, parce qu'on est quand même dans un univers de spectacle. Exactement, on évoque souvent le mais oui, nous, on adore le backstage. Et là, je trouve que ça recoupe, beaucoup de personnages sont des danseurs, donc tout Johnny, donc Patrick Swayze, et puis c'est sa partenaire de danse, et tous ses camarades en fait. Ils travaillent, ils préparent des numéros, donc Johnny et Bébé doivent préparer un spectacle de danse un peu latine auquel ils doivent se rendre. Puis il y a aussi les séquences du début où j'adore ces séquences où Bébé elle débarque là où logent les danseurs, elle a pas du tout le droit d'être là normalement, et c'est un peu la petite bourge qui arrive, qui vient voir où habitent les prolos, dans un truc un peu d'espèce de logement pas terrible, et en fait c'est sexy d'être un prolo, enfin il y a un truc où elle débarque et voilà, et ils sont tous en train de danser, c'est des moments très très beaux, hein, collés serrés, etc. Et c'est un moment de révélation hyper sexy qui ouvre l'héroïne à un autre monde. Et on est toujours à mi-chemin, je trouve, entre un traitement réaliste de la danse, donc le fait qu'elle apprenne à danser, etc., et quelque chose de plus mis en scène et chorégraphié, évidemment. Donc en fait l'héroïne au début est maladroite, elle apprend, ça permet de justifier ce passage d'un truc un peu réaliste à quelque chose où à la fin ça va être un numéro hyper classe, hyper chorégraphié, fluide, etc.
Tu voulais revenir sur l'a priori négatif que certains peuvent avoir du film, comme quelque chose d'un petit peu mièvre, d'un petit peu nunuche. Pour toi, il y a au contraire plusieurs aspects progressistes dans ce film. Ouais, moi je trouve que c'est un film qui a, en fait, au-delà de l'histoire d'amour, qui par ailleurs est très touchante, du fond. Je trouve que c'est vraiment, c'est pas du tout bête comme manière d'aborder ce sujet. Et alors tu disais d'abord en termes de rapport de classe. Bah, je trouve qu'en fait c'est un des grands thèmes du film. Les rapports de classe dans le film sont très violents. En fait, Johnny, le danseur, est soupçonné d'avoir été imprudent et d'avoir mis Penny enceinte. Donc Penny c'est sa partenaire de danse, mais ils sont pas en couple dans l'histoire. Alors qu'en fait c'est Robbie qui est responsable, et lui, Robbie, c'est un garçon de bonne famille, etc. Et jamais il n'est soupçonné par le directeur du club, etc., qui va tout de suite accuser Johnny, ni par le père de bébé, etc. Et à la fin, quand même, il y a un rétablissement de la justice, en quelque sorte, où il est révélé que c'est lui qui avait mis Penny enceinte, et qui, en plus, ne l'avait pas aidé à se sortir de sa situation, c'est-à-dire à avorter. Et donc, notamment à travers le personnage du père de bébé, qui est un assez beau personnage, c'est un médecin, c'est assez important dans l'histoire, puisqu'il va aider, en fait, Penny lorsqu'elle va avorter. Puisqu'elle fait un avortement un peu compliqué, qui va évoluer en fait le personnage du père, au début qui a des idées préconçues, etc., sur qui mérite de sortir avec sa fille, et il a des idées très grandes pour sa fille, etc. Enfin, en fait il la laisse pas faire un choix, le choix avec qui elle veut être en couple, et il y a au fur et à mesure de ça une émancipation du personnage féminin, et un commentaire assez intéressant je trouve sur les rapports de classe à l'intérieur de ce microcosme De club de vacances. Exactement. Et alors, tu disais en termes de rapport de classe, mais aussi en ce qui concerne les rapports de genre, ou plus précisément la représentation des personnages féminins dans le film. Oui, donc en fait, le film, l'héroïne du film, c'est quand même clairement bébé, c'est elle qui évolue, c'est elle qui a une révélation. En fait, c'est un récit initiatique, elle est très jeune, elle a 17 ans au début de l'histoire, et c'est une jeune femme qui va s'émanciper, qui est déjà assez forte au début, parce que on voit déjà qu'elle a des convictions, elle veut faire de la politique, elle veut s'engager dans l'humanitaire, etc. Mais elle a peut-être une idée un peu trop fantasmée ou théorique de ce que c'est, et là, elle se confronte vraiment concrètement à ce que c'est des rapports violents avec entre son père et Johnny, et ce que c'est de s'engager concrètement. Donc elle va demander de l'argent à son père sans lui dire quelle est la raison, pour payer l'avortement de Penny par exemple. Donc vraiment il y a un truc où elle finit par acquérir un empowerment. Il y a un truc qui est peut-être un peu trop caricatural dans le film, mais c'est en fait la comparaison avec le personnage de sa sœur. Donc je crois que c'est sa grande sœur, oui, qui est pour le coup un peu une caricature de jeune femme un peu naïve et un peu frivole, qui cherche absolument à trouver un garçon avec qui elle va se marier, etc., et qui a aucune conscience politique, pas d'engagement, etc. Ça c'est un peu facile, mais en tout cas ça permet de montrer deux figures et de mettre en avant le bébé, quoi, son personnage. Et alors, à plusieurs reprises, t'as mentionné un avortement. Ouais. C'est des choses dont on parle pas trop normalement dans le cinéma américain. Ben non, c'est pour ça que je trouve quand même que rien que pour ça, ce film est très notable. C'est extrêmement rare en fait de parler d'avortement dans le cinéma américain. Donc on voit un avortement clandestin, puisque ça se passe en 63, donc bien sûr l'avortement n'est pas encore autorisé. Il a été autorisé en 73 aux États-Unis. Et donc on voit ce que c'était en fait l'avortement clandestin. Je veux dire que le film, bon, il n'y a pas de trucs gore, mais on voit que c'est dangereux, que quand c'est mal fait, elle risque de mourir, etc. Et tu connais un petit peu ce qui a présidé au choix de mettre cette thématique en avant dans un film comme ça ? Alors du coup, j'ai lu des interviews avec la scénariste Eleanor Bergstein, qui est vachement intéressante, et qui dit que elle, ça lui importait beaucoup en fait dans cette histoire, les thèmes politiques et les thèmes d'émancipation féminine, etc. Et du coup, elle explique quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait les producteurs ont voulu lui faire enlever cette histoire d'avortement, en disant c'est trop touchy, etc. Et en fait, elle a écrit le scénario de telle manière que c'était pas possible d'enlever l'avortement, parce que c'est tellement lié à l'intrigue en fait, puisque si bébé et Johnny se mettent à danser ensemble, c'est parce que Penny est alitée, parce que elle doit aller avorter, c'est le jour du spectacle, le jour où elle a rendez-vous pour son avortement. Et donc, par définition, ou alors il aurait fallu tout réécrire, mais le rapprochement n'a lieu que parce que Penny avorte. Et du coup, c'était hyper bien joué de la part de la scénariste, parce qu'on jamais on a pu lui faire enlever. Et donc tous ces aspects, on va dire, politiques ne détonnent pas dans le reste du récit romantique. Bah justement, je trouve que, encore une fois, de manière générale, tous les enjeux politiques, donc il y a aussi des allusions à la guerre du Vietnam, et bien sûr un propos féministe sous-jacent. Je trouve que tout est très bien lié à l'intrigue amoureuse et aussi aux séquences dansées, donc je trouve que dans l'ensemble, le récit est très cohérent et rien ne paraît sorti de nulle part. Et alors, il me semble avoir vu des versions scéniques du spectacle, enfin en tout cas des affiches pour une version française scénique relativement récente. Est-ce que tu connais ? Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? Oui.
Je suis allée le voir. Tu Incroyable, n'est-ce pas? Tu ne t'y attendais pas? Non, c'est plutôt le désespoir sous-jacent de ce eh oui. Non, j'ai vu cette pièce il y a quelques années au Palais des Congrès à Paris. C'est une pièce, c'est vraiment, en fait, le problème, c'est que c'est destiné aux fans du film. C'est ce qu'on appelle des fois du fan service, c'est-à-dire que c'est juste recréer en fait le film pour que les gens soient contents. Et donc je me souviens du public surexcité, les filles qui faisaient wouhou quand dans les moments cultes, le porté final, etc. Du coup, ce qui était étrange, c'est que les chansons du film étaient chantées sur scène, mais pas par les protagonistes, par des chanteurs qui étaient sur le côté. C'était très étrange. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Enfin, j'ai déjà vu ce genre de choses. Mais alors, rien à voir. Je crois que c'était à Holiday on Ice. Et j'ai l'impression que c'était le même concept où t'as les patineurs, du coup. T'as des patineurs et des chanteurs. Enfin, peut-être je dis une bêtise. Alors peut-être que c'est l'inspiration de cette... Non, mais c'est le même principe de répartition des rôles. Le même dispositif, ouais. Bah, du coup, en fait, c'était ça. Et ça m'a paru très étrange, en fait, d'avoir ces personnes qui chantaient les chansons sur le côté. Enfin, voilà, il y avait... En fait, c'est dommage, parce que c'était l'occasion d'en faire une comédie musicale, parce qu'on n'est pas loin de pouvoir en faire une comédie musicale, en fait. Et je crois avoir vu que ce spectacle va être repris début 2018, avec une autre distribution, mais... Je crois que, du coup, c'est la même version que celle que j'ai vue il y a quelques années, ouais. Ça va revenir au Palais des Congrès. Voilà, je l'ai pas très bien vendu, mais si ça vous intéresse, voilà. Et alors, tu m'as aussi parlé d'une version télé de 2017, donc un téléfilm américain produit par ABC. Oui, c'est ça. Alors, j'imagine que ça a été fait pour fêter les 30 ans du film. C'est une version qui a pas mal, d'après mes recherches, déçu les fans, mais que je trouve pas si mal. Ah bah c'est toujours compliqué de refaire un film culte, surtout pour la télévision. Ouais, bien sûr. Et donc, je regarde les commentaires YouTube, ils critiquent absolument tous les aspects. Donc ça reprend la même structure, puis ça fait toujours référence à l'original, mais ça va plus vers en fait une vraie comédie musicale. Donc les personnages chantent les chansons, c'est à peu près les mêmes que dans la version 87, plus d'autres ajouts de chansons du même style, fin années 50, années 60. Et du coup, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils chantent les chansons si c'était pas prévu Souvent c'est des personnages en situation de spectacle, mais genre spectacle, ils chantent pour des amis. D'accord, performance privée. Exactement, performance privée très souvent. Typiquement, à la fin, donc la chanson culte Time of My Life est chantée par les personnages, chantée par Bébé et Johnny, ce qui fait sens vu les paroles, puisqu'ils se disent voilà, j'ai vécu un instant incroyable, et ils se font une déclaration, quoi. Et par rapport au film, quelles sont les principales différences, notamment en termes de personnages? Est-ce qu'on a des modifications, des ajouts Il y a eu un énorme ajout, c'est un enjeu autour des personnages des parents. En fait, on leur donne des chansons à chanter, la mère chante une chanson, ensuite le père chante une chanson. Coup assez classique, on donne des chansons, on donne un peu plus de matière à des personnages qui dans l'œuvre originale n'en avaient pas. Comme on avait vu pour Lina Lamont dans Chanson sous la pluie. Exactement, on avait parlé de ça. Donc il y a un enjeu parce que ils ont des problèmes de couple, ils se parlent plus, ils couchent plus ensemble, parce que le père il est trop investi dans son métier, donc il a délaissé sa femme, et voilà. Bon, ça c'est pas indispensable, on va dire. Un changement qui est pas mal par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le personnage de la sœur est davantage mis en valeur, elle a toujours ce côté un peu frivole, etc. Mais bon, on a le droit d'être frivole. Elle est un peu moins nunuche. En fait, dans le film, elle sort avec Robbie, donc le fameux garçon de bonne famille qui en fait est un salaud, mais elle le largue assez tard, alors que dans le téléfilm, elle le largue relativement tôt, et ils installent une histoire d'amour avec un garçon noir qui est employé du club de vacances. Ça rajoute une dimension un peu sur les questions peut-être de ségrégation à l'époque, etc. Et je trouve que cette version en rajoute peut-être limite un peu trop sur la dimension féministe. En fait, je pense que c'est pas la peine d'insister à ce point-là. Par exemple, au début du film, il y a un dialogue sur les magazines féminins, et il y a plusieurs fois référence au livre The Feminine Mystique, qui est un classique de la littérature féministe des années 50. C'est des petits ajouts pour encore en rajouter sur cette dimension-là. C'est pas ni bien ni mal, j'ai envie de dire. Et sur le personnage de Bébé ? Alors, le personnage de Bébé, elle est interprétée par Abigail Breslin, qu'on connaît parce qu'on l'a connue très jeune, qu'elle jouait dans Little Miss Sunshine, la petite fille. Ah, d'accord. Et maintenant elle est devenue grande, mais elle est pas si âgée que ça. Oui, et elle fait super jeune en fait, et elle est un peu ronde, enfin elle a un physique un peu différent de Jennifer Grey qui était beaucoup plus athlétique. Je sais pas, je trouve que ça ajoute quelque chose, elle fait plus enfantine, elle propose autre chose en fait sur le personnage qui est intéressant. Et en termes de justement ce progressisme que tu voyais déjà dans le film de 87, 30 ans plus tard, il y a forcément des choses qui ont évolué, donc qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là ? Disons que il
y a plus de choses qu'on peut montrer, entre guillemets, c'est-à-dire la dimension... en fait, Johnny, clairement, dans le film de 87, c'est déjà là, mais il est gigolo. Et là, dans la version 2017, c'est encore plus dit explicitement, et le personnage de la femme un peu âgée avec laquelle il couche est vachement plus mis en avant, c'est vachement plus une peste et tout, c'est peut-être pas forcément très intéressant, mais ça, ils peuvent encore plus le mettre en avant. Ce qui est du coup peut-être un peu moins subtil, finalement. Oui, je trouve qu'il y a moins de subtilité. Après, il y a des choses qui, voilà, quand on fait un film en 2017, on se pose plus la question de mettre plus de personnages de couleur. Par exemple, le personnage de Penny est joué par Nicole Scherzinger, qui est alors la chanteuse des Pussycat Dolls, mais qui depuis a joué à Broadway, etc., qui a une expérience en comédie musicale. Et sinon, en termes de narration, est-ce qu'on reprend exactement le récit du film de 87 ? Alors, dans les grandes largeurs, oui, mais alors il y a l'ajout d'une espèce de méta-narration, c'est-à-dire que tout début du film, on est en 1975, et Bébé va voir au théâtre une comédie musicale qui s'appelle Dirty Dancing, dont on apprend qu'elle est inspirée d'un livre qu'elle a écrit, et dont Johnny a fait les chorégraphies. Et donc, en fait, l'ensemble de l'intrigue du film, après du Dirty Dancing 2017, est un flashback, et à la toute fin du film, on les voit se retrouver après des années dans le théâtre vide. Ils sont plus ensemble, elle est mariée, elle a une fille, et donc en fait, il n'y a pas de happily ever after, leur histoire a été un révélateur, quelque chose de très fort, mais voilà, ils terminent pas ensemble, c'est aussi le sentiment, je trouve, qu'on a à la fin du film original, même si on n'a jamais eu le fin mot. Eh bien, merci beaucoup, Anna. Ça nous a permis de revoir différemment ce film sur lequel on pouvait avoir quelques préjugés. Et toujours garder à l'esprit qu'il ne faut pas mépriser les contenus de la culture populaire parce qu'ils sont souvent beaucoup plus intéressants qu'il peut apparaître au premier abord. Et donc, très belle morale. C'était la morale de Dr. Fanny. Et donc, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt.